22h23, bonne fin de soirée tout le monde dans l'actualité ce samedi soir. La police de Montréal arrête un homme de 33 ans relativement au meurtre d'une déficiente intellectuelle dans le quartier Rosemont. Les poils au téflon, pas si inoffensifs qu'elles en ont l'air. Funérailles de Dominique Beaupré, 2 semaines après l'assassinat devant un bar de Québec, c'est toujours l'incompréhension. C'est arrivé, c'est plate, on peut pas rien faire, sauf qu'ils sont prêts à changer le passé, on le ferait, c'est sûr. Et à la météo, un dimanche blanc avec de la neige sur la plupart des régions du Québec. Alors, un homme de 33 ans a été arrêté ce soir relativement à la mort d'une femme de près de 50 ans dans une maison de chambre du quartier Rosemont. Alors, ce sont des déficients légers à sévères qui habitent là. Actuellement, les policiers tentent toujours de trouver des indices sur les lieux du crime. Le suspect sera accusé d'homicide et devra comparaître lundi matin au palais de justice de Montréal. J'ai été placé, ça fait pas 23 ans, puis je peux rester là. Je veux m'en aller. Comme cet homme aux prises avec des problèmes psychiatriques, ils sont plus de 50 à cohabiter au centre d'hébergement Rachel, situé sur le boulevard Rosemont à Montréal. C'est là qu'une femme de 48 ans a été tuée dans la nuit de samedi. Moi, je trouve... ça me fait bien de la peine. Cette dame qui fait du bénévolat auprès des pauvres accuse la désinstitutionnalisation d'être à l'origine du meurtre. Le gouvernement, là, il va être tout sorti là, de Saint-Jean-de-Dieu. C'est pas une belle chose qu'ils ont faite, hein? Les laisser à eux-mêmes. Pour d'autres, c'est clair, c'est un règlement de compte pour une affaire de drogue. C'est une coquée. Elle s'est injectée de la cocaïne. Quasiment 2 fois par semaine. Ce qu'on sait, c'est que les gens qui habitent ici à l'intérieur, pour la plupart, sont des gens qui ont des problèmes de déficience intellectuelle. Alors, de quelle façon c'est survenu, c'est dur à dire. On a plusieurs témoins, mais encore là, c'est une enquête qui doit être fastidieuse pour nous. Si l'on se fie à l'état lamentable du bâtiment et plus précisément à cette rampe d'escalier, on peut facilement croire ceux qui nous disent que les résidents sont laissés à eux-mêmes. En mois de janvier-février, ils sont sur la galerie en manche courte. Puis ils sont presque tout nus. Puis les personnes qui s'occupent de ça, ils les laissent dehors. Il y a plus qu'un manque de surveillance. Il y a un manque de personnel adéquat là-dedans. Le centre d'hébergement Rachel est dans la mire des policiers. Ils y interviennent plusieurs fois par mois pour des appels provenant soit des résidents ou soit des voisins. Selon les responsables de l'endroit, aucun ministère ne régit la résidence, considérée simplement comme une maison de chambre privée. Caroline Lacroix, TQS, Montréal. Tout le monde en possède une, hein, ces fameuses poêles anti-adhésives au téflon. C'est vrai que c'est bien pratique, mais c'est peut-être pas aussi inoffensif qu'on pourrait le croire. Elles dégagent des émanations qui ont tué des oiseaux domestiques, même qu'aux États-Unis, des poursuites s'organisent parce que des études parlent d'une substance cancérigène. Dominique Étier n'aurait jamais cru que les émanations de son poêlon anti-adhésif pouvaient tuer ses 3 perruches. En janvier, Dominique oublie son poêlon sur un rond allumé de la cuisinière pendant environ 45 minutes. Lorsqu'il revient pour l'éteindre, il remarque qu'un de ses oiseaux est en train de mourir. Dans l'heure qui suit, 2 autres perruches décèdent. On a commencé à paniquer vraiment à savoir si c'était vraiment l'eau, si c'était nous autres, qu'est-ce que ça pouvait être pour faire mourir les oiseaux aussi subitement que ça. Il n'y a pas eu de fumée, le poêlon n'est pas brûlé. Au centre antipoison, on confirme à Dominique que l'antiadhésif est en cause. Le téflon, quand la poêle est laissée sur la cuisinière, une fois, par exemple, qu'il n'y a pas d'aliments dedans, et puis que le téflon atteint une température qu'on connaît qui est de 280 degrés, il y a des composés fluorés qui sont libérés dans l'air. Et puis, ces composés-là sont excessivement toxiques pour les oiseaux. Mais qu'en est-il des effets du produit antiadhésif sur les humains? Certaines études sont guère rassurantes. Les molécules utilisées pour fabriquer l'antiadhésif pourraient causer le cancer, des malformations congénitales et d'autres maladies. Le gouvernement fédéral américain a intenté 2 poursuites contre la multinationale DuPont qui fabrique le téflon. DuPont soupçonnerait depuis plusieurs années les effets néfastes de son produit sur les humains, mais elle a caché les données scientifiques aux autorités. Mais pour l'instant, comme les scientifiques ne savent pas de quelle façon le produit entre dans le corps humain, les autorités américaines n'ont pas encore émis d'avis pour cesser l'utilisation des produits anti-adhésifs. Nous, ici, c'est fini les poêles Tefal. Même ma locataire a été avertie qu'il n'y a pas de poêle Tefal qui rentre dans la maison. Isabelle Dubé, TQS, Montréal.
Jim Roscoe s'est bel et bien suicidé après avoir tué 4 jeunes policiers de la GRC qui menaient une opération antidrogue sur sa ferme du nord de l'Alberta. C'était jeudi dernier, on s'en souvient. Le meurtrier en question n'était pas un enfant de cœur. Écoutez, il avait un lourd passé criminel. Nommez-les, là, au cours des 30 dernières années, il a été reconnu coupable de vol, de vandalisme, possession d'armes, agression armée, agression sexuelle. Bon, écoutez, on voit le cas un peu, là. La GRC savait aussi qu'elle avait affaire à un homme dangereux. Ça va donc éclaircir un peu l'enquête et surtout soulever plusieurs questions. Vacances qui ont tourné au drame pour 5 personnes qui pratiquaient leur sport favori. 2 skieurs se sont tués sur les pentes en Estrie et puis 3 motoneigistes ont perdu la vie dans une collision frontale en Abitibi. Voici là-dessus les précisions de Chantal Beaumont. Sombre vendredi sur les pentes de ski du mont Sutton et Bromont dans les cantons de l'Est. À 14 h, un homme de 45 ans de Verchères se trouve sur une piste de catégorie difficile en sous-bois. René Giguère effectue une fausse manœuvre et percute cet arbre de plein fouet. Il était semi-inconscient, convulsion, et puis on lui a donné l'oxygène. L'ambulancier a voulu avoir un patrouilleur avec lui. Là, l'arrêt cardiaque a commencé. Le décès de l'homme est un mystère. Aucun témoin n'a vu la scène du drame. Et à 20h25, moins de 7 heures après le premier accident, un deuxième skieur perd la vie à Bromont. Cette fois, c'est sur une piste de débutants et il s'agit d'un patrouilleur. L'accident se déroule sous le regard des skieurs qui prennent place dans ce remont de pente. Judd Street Duger de Sainte-Brigide dévalait la piste d'Avaliouville et aurait pris de la vitesse pour venir en aide à un enfant qui se dirigeait droit vers un fossé. L'homme de 41 ans n'a pas eu de chance. Il a perdu le contrôle et s'est lui-même retrouvé dans le fossé. Même si le patrouilleur portait un casque, sa tête a fracassé une roche. Le coup a été mortel. On a eu des réunions hier soir. Tout le monde est en état de choc. Il y a même des gens ceux qui ont secouru le patrouilleur. Il y avait même les larmes aux yeux, tout ça. Ça éprouve. On se voit que ça peut nous arriver nous autres mêmes. À 22h30 sur le lac Provencher, près de Rouyn-Noranda, 2 motoneiges entrent en collision frontale. Les victimes sont un couple de 55 et 52 ans et un homme de 30 ans, tous de l'Abitibi. C'est un résident du secteur qui s'inquiétait que son copain n'était pas revenu, a décidé de se rendre sur le lac où il a fait la découverte de 3 victimes. Seules les enquêtes pourront déterminer les causes exactes de ces accidents mortels. Chantal Beaumont, TQS, Bromont. Un déneigeur a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies à Montréal. Alors, l'homme, qui était un sous-traitant pour la Ville de Montréal, était au volant d'une charrue au coin des rues Joliette et Sherbrooke, dans le quartier, donc, Hochelaga-Maisonneuve. C'est sa conduite, disons, erratique qui a poussé les policiers à l'interpeller. Le travailleur a refusé de subir le test d'ivresse-au-mètre. Et puis, c'est pas tout. Des stupéfiants ont également été retrouvés dans le véhicule. Maintenant, beaucoup d'émotions à Québec durant les funérailles de Dominique Beaupré, 22 ans, poignardé à la sortie d'un bar. De l'émotion, c'est vrai, mais incompréhension, surtout 2 semaines après le meurtre. Voici là-dessus les précisions d'Alexandra Paré. Une cérémonie remplie d'émotions, une église pleine à craquer, d'amis et de proches de Dominique Beaupré venus lui dire un dernier adieu. OK, ben ses souffrances sont terminées, puis on lui souhaite, on sait qu'il repose en paix présentement. On est ici pour lui rendre un dernier hommage, fait que je pense pas qu'il y ait de la vengeance ou quoi que ce soit qui plane ici dans l'air. On est juste ici pour donner nos sympathies et notre support à la famille. Mais dans les discussions, on sent encore et toujours la colère et l'incompréhension. Difficile de pardonner un geste gratuit et surtout de voir partir une personne qu'on aime aussitôt. Il n'y a pas de mots pour le dire. Regarde, ça a été de l'injustice pareil. C'est arrivé, c'est plate, on peut pas rien faire. Sauf que si on pourrait changer le passé, on le ferait, c'est sûr. Ça pardonne pas parce que, je sais pas, ça n'a pas lieu d'être dans la vie que quelqu'un tue quelqu'un comme ça pour une niaiserie. Malgré le chagrin, la famille, elle a bien l'intention de poursuivre sa croisade contre le bar Le Bistrot. Il réclame sa fermeture. On va continuer puis on n'arrêtera pas jusqu'à la dernière minute. Si la majorité des proches de Dominique appuient cette initiative, ils sont très peu à y croire. Ben beau fermer le bar, ça peut aussi bien se passer ailleurs. C'est sûr, ça change rien. Mais en ce jour de deuil, parents et amis ont voulu oublier pour quelques instants la violence et honorer la vie de Dominique, qui aura été de trop courte durée. Peu importe la façon que c'est arrivé, il va toujours être présent dans nos cœurs, ça c'est sûr et certain. Tous ses amis vont toujours l'aimer, puis sa famille aussi. Alexandra Paré, TQS, Québec.
Giuliana Sgrena est libre. La journaliste italienne maintenue en otage en Irak durant de longues semaines est enfin de retour chez elle, mais elle a été blessée par l'armée américaine durant son transport. Russell Ducasse explique la bavure. Elle a été accueillie, entre autres, par le président italien Silvio Berlusconi, puis elle a immédiatement été hospitalisée pour soigner ses blessures. Madame Sgrena a été blessée par des tirs américains alors qu'elle était transférée à l'aéroport de Bagdad sous protection des services secrets italiens. Un agent italien a été tué. L'armée américaine qui a annoncé l'ouverture d'une enquête a expliqué que le véhicule des Italiens s'était approché à toute allure d'un barrage et n'avait pas obtempéré aux sommations d'usage. Le président américain George W. Bush a appelé le président Berlusconi pour exprimer ses regrets. Le président syrien Bachar el-Assad a annoncé que les troupes syriennes allaient se retirer